plateau littéraire dans Lady vous écoute. Nous intitulons ce sujet aujourd'hui « Quand les femmes écrivent », 3 points de suspension, il se passe quelque chose. Il se passe que tout le monde peut prendre connaissance du regard qu'elles portent sur le monde au sein duquel elles vivent, parce que souvent, ces dames se plaignent de ce que toutes ces choses-là sont restituées par des hommes qui, comme on le sait très bien, voient la vie en bleu et oublient le rose. Mais de rose, nous en avons sur le plateau, c'est un monsieur Aimé Engue. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Vous êtes écrivain, essayiste et avec nous sur le plateau, et merci d'avoir fait le déplacement depuis la planète des femmes jusqu'à nous, c'est Madame Lise Kiyindou. Bonjour. Bonjour, Lady. Diriez-vous pour vous-même écrivain, écrivaine? Ben, moi, je dis écrivaine maintenant parce que, bon, il y en a marre hein, de tout au masculin. Oui, le féminin, il existe. Moi, je dis écrivaine sans complexe. Sans que cela soit vain que d'être écrivaine. Tout à fait. Vous avez à votre actif, madame, plusieurs ouvrages, mais j'aimerais bien que l'on commence par l'ouvrage collectif Sirène des Sables, une anthologie de nouvelles. Je vous laisse le présenter à nos téléspectateurs. Alors, Sirène des Sables, donc, il est né d'une initiative ou d'une idée qui est née comme ça entre 3 femmes. La première, c'est Marie-Léontine Tibinda. Je tiens à signaler qu'elle est la première écrivaine congolaise. Elle est la première à avoir publié. Donc, elle fait partie de la première génération, on va dire. Mais elle s'est dit, tiens, pourquoi pas lancer une dynamique, pourquoi pas se retrouver. On est plusieurs femmes, on ne nous voit pas tant que ça. Donc, avec Pénélope Natacha Mavungu Pemba, ainsi que Marie-Françoise Mouladi Bovi, elles se sont dit, on pourrait lancer cette idée d'écrire un livre ensemble sur un thème, un sujet donné. Donc, c'est parti de rien, c'est parti comme ça. Et puis, on a plusieurs femmes qui ont adhéré. Donc, au total, nous sommes 11. On aurait pu être davantage. Mais bon, question de temps ou voilà. Mais on est 11 déjà et je trouve que c'est formidable parce que au départ, on n'avait que quelques noms. Lorsqu'on parlait de la littérature africaine écrite, non, la littérature congolaise, je voulais dire écrite au féminin, on n'avait que quelques noms en dehors de Marie-Léontine Tibinda. On avait aussi Aimé Niali Mambou et puis Amélienne Aîné qui était l'épouse du grand poète Jean-Baptiste Tati-Loutard et qui est partie très tôt. Donc on avait quelques noms comme ça. Et puis, depuis les années 2000, j'ai envie de dire, les femmes se sont emparées de la plume. Elles se sont dit, bon, on a des choses à dire aussi. Cet espace littéraire, il n'est pas réservé qu'aux hommes. Et donc, on s'est dit, bon, ben, on va se retrouver ensemble, se donner la main et écrire sur un thème. Donc, on a choisi le thème de la sorcellerie. Il y aura les femmes sont des sorcières, c'est bien connu, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que dans le livre, les personnages sont, en particulier les personnages féminins, qui essaient de passer par des moyens occultes ou par une puissance supérieure pour pouvoir parvenir à leur fin. Mais elles se rendent bien compte, en tout cas les auteurs ont eu soin de montrer que, enfin, interroge le lecteur, est-ce que c'est ça la solution? Est-ce que c'est la bonne clé pour réussir sa vie ou son avenir? Donc, alors, ne racontez pas la suite du film, comme dit l'expression, parce qu'il faudrait bien que les gens fassent acquisition de cet ouvrage publié chez L'Harmattan. Nous avons avec nous, je le disais au début de cette émission, un monsieur, et quel monsieur, déjà avec sa veste rose, on a cru comprendre qu'il était en faveur de la dynamique et de la place des femmes dans l'écriture. Est-ce que c'est bien vous présenter ainsi, monsieur? Oui, bien entendu, Lydie, parce qu'en fait, on peut le remarquer que depuis la dynamique de la célébration des 60 ans de la littérature congolaise, nous avons voulu présenter qui était le premier écrivain congolais, mais qui était aussi l'écrivaine femme, donc le premier écrivain femme. Et une fois qu'on l'a fait, et on a mis à l'honneur au premier salon du livre de Brazzaville, 2 femmes, pas seulement une, mais 2. Une de la diaspora congolaise et une autre locale, donc du Congo même, Brazzaville. Et aussi, la 2e édition du Salon du Livre, nous avons fait la promotion une fois de plus d'une femme, c'était Marie-Françoise Ibovi Mouladi, qui est même une des co-auteurs de ce livre Sirène des Sables. Donc c'est récent, c'est en 2014. On pense que la femme a droit à prendre la parole dans le milieu littéraire, qui est très masculin d'ailleurs, comme on peut le remarquer. À la bonne heure. Quand les hommes pensent, ils commencent à penser des choses bien au sujet des femmes. D'ailleurs, êtes-vous de ceux qui pensent que les femmes sont véritablement des sorcières quelque part, franchement? Bon, mais pas vraiment, pas du tout, parce que d'ailleurs, dans mon livre, je suis plutôt très pacifiste et j'aspire beaucoup à la paix, donc aux connivences, donc au consensus quelque part. Et donc, dans mon livre, Le conseiller du prince,
qui est mon essai de sciences politiques, qui est très romancé, très littéraire dans le style de Machiavel. Je parle même du magistère d'une femme. Le magistère d'une femme, les hommes ont tellement dirigé, ont gouverné les nations, et qu'il serait peut-être temps de donner plus de place aux femmes. Je prends des exemples de femmes, Sonia Indira Gandhi, en fait Sonia Gandhi qui est d'origine italienne, qui est en Inde, qui a renoncé même une fois au pouvoir, tout simplement pour pacifier. Oui, parce que c'est ce qu'on attend des femmes que de renoncer au pouvoir d'ailleurs, n'est-ce pas? Non, on souhaite même qu'ils prennent les rênes. C'est ce que je présente d'ailleurs, magistère d'une... Non, je dis, c'est un exemple de paix, quelque part. Et les solutions masculines, en fait, quelque part... Qui ne renoncent jamais au pouvoir, il faut le préciser. Voilà. Donc, en tant que conseiller du prince, en tant que conseiller pour un prince de la paix, nous pensons que la femme peut aussi faire le prince de la paix, comme Sirleaf au Nigeria, d'ailleurs. C'est un exemple. N'est-ce pas du baratin que nous font ces messieurs quand ils écrivent? Nous intitulions cette émission « Quand les femmes écrivent ». De quoi parlent les femmes lorsqu'enfin elles prennent la plume? Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait ce constat qu'elles n'étaient pas présentes. Et si vous êtes d'accord, on ne restera pas que sur le Congo d'ailleurs. Oui. Parce que ce que vous avez constaté là est peut-être vrai aussi pour le reste de la sous-région. Les femmes n'écrivent pas tout simplement pour ce que nous voyons en fond d'écran. C'est qu'elles n'ont pas été scolarisées. Pour écrire, il faut savoir écrire, il faut avoir appris à lire et à écrire. Et c'est peut-être par là que le frein... Oui, il y a le problème de scolarisation. C'est peut-être paradoxal parce qu'en ce qui concerne le Congo, il fait partie des pays qui ont eu le taux de scolarisation le plus élevé. Mais ce n'est pas pour autant qu'il y a eu une dynamique tout de suite de femmes qui écrivent et qui publient. Par contre, lorsqu'on observe des pays comme le Sénégal, par exemple, au Sénégal, on a tout de suite, dès les premiers temps de l'écriture écrite au Sénégal, on a tout de suite des femmes qui ont occupé le terrain. On a des noms comme Aminata Sofal ou Mariama Ba, Ken Bougoul, Barindia aussi, qui vient du Sénégal. Donc il y a plus, lorsqu'on parle de la littérature sénégalaise, c'est plus des noms de femmes qui viennent. Et c'est vrai que là-bas, elles se sont emparées de problématiques plutôt féminines, la condition féminine, la polygamie, la difficulté pour une femme enfin, la femme est beaucoup plus cantonnée dans son rôle de femme au foyer, de mère, d'épouse. Et voilà, ça dépend. Nous, si on observe, enfin, si je prends l'exemple des femmes, des 11, mais il y en a d'autres aussi. Aujourd'hui, on a plusieurs dizaines de femmes qui écrivent au Congo. Je pense que les sujets ou les thèmes abordés sont très divers. Elle s'intéresse à la société. Marie-Françoise Ibovi, par exemple, elle s'intéresse de près à la société. Je reprends l'adage qui dit que le roman est un miroir qu'on promène le long de la société. Donc c'est le reflet de la société avec ses mots, avec les problèmes actuels comme le sida. Actuellement, on parle d'Ebola. Il y a eu le sida, il y a Ebola, il y a plein de sujets comme ça qui nous interpellent tous, pas simplement. La femme est dans la cité, dans le pays, donc c'est des sujets qui nous intéressent tous. Ce n'est pas simplement des sujets exclusivement féminins. Alors, sur la non-prise, j'allais dire de parole, mais la non-prise de la plume des femmes, quel est le regard que vous portez dessus, vous, en tant qu'homme, au long cours? Et encore une fois, pas exclusivement sur le Congo, parce qu'on sait très bien qu'il y a déjà la question de la prise de parole des femmes. Leur avis doit pouvoir compter, mais autrement que de manière frontale. On voudrait bien qu'elles le disent dans la pénombre, et puis qu'elles laissent un certain chef de famille être leur porte-parole en quelque sorte. Et là, on voit bien que dans l'écriture, donc, il faut bien que quelqu'un finisse par prendre la plume. Oui, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, que, en fait, pour nous, au Salon du Livre de Brazzaville, où on a mis à l'honneur la femme, on a débattu sur un certain nombre de sujets où les femmes elles-mêmes s'exprimaient. Donc, finalement, ça nous servait presque d'enquête sociologique dans les difficultés de l'écriture, et c'était les femmes, la lecture et l'écriture. Et finalement, les femmes, on a constaté que les femmes lisaient beaucoup, et elles lisent beaucoup, mais écrivent moins. Et finalement, ce n'est pas toujours un problème de scolarisation ou d'analphabétisme. C'est plutôt que
les femmes lisent différents magazines, lisent Amina, lisent nous deux, lisent tout ce qui est sensationnel. Et puis, quelque part, quand on lit beaucoup, finalement, on n'écrit pas toujours beaucoup. Et il y a eu ce rapport-là, il y a eu aussi le rapport de la maternité, il y a eu le rapport du fait que la femme est souvent occupée aux tâches à la maison, et les enfants, et l'homme ne porte pas les enfants, finalement. C'est un scoop. Non, et il a moins de temps d'écrire. Et après, il y a d'autres... Il a plus le temps d'écrire, vous vouliez dire. Non, l'homme a plus de temps. Oui, tout mais à la fait. femme a moins de temps d'écrire parce qu'il est très occupé aux soins domestiques, en fait, finalement. Alors, pourtant, voilà, Lys, vous avez à votre actif un certain nombre d'ouvrages. On peut les voir en photo, Alice Guindou. Là, j'ai entre les mains La morsure du soleil. On les a en photo, peut-être qu'on les verra un peu mieux. Où trouvez-vous donc le temps? Faut-il comprendre que vous ne faites pas vos tâches ménagères autant qu'il le faudrait? Comment s'organise-t-on pour écrire? Car, en effet, il faut trouver du temps. Il faut trouver du temps. C'est le temps est le mot-clé. Une femme a plusieurs professions, on va dire. Déjà, si elle est active, toutes payées, oui, mais bon. Tout à fait. Donc, on a un emploi professionnel, on est mère, on est épouse, on est dans une famille. Et lorsqu'on a une passion, comme la passion des mots, la passion de la littérature, et Dieu sait que la littérature, l'écriture, est une activité qui nécessite qu'on s'isole, qu'on ait du temps, on se met en retrait. Et donc se mettre en retrait, souvent la femme qui écrit ou moi par exemple, souvent je culpabilise. Pour culpabiliser moins, donc j'essaie de le faire lorsque par exemple le soir, lorsque les enfants sont couchés ou que j'ai un petit peu de temps. Donc ça réduit, si vous voulez, un petit peu mon temps personnel de repos, etc. Et d'épouse. Mais... Ah bah, il faut dire ce qui est. Mais je ne peux pas renoncer à l'écriture. Donc, je prends le temps quand il vient. Donc, je ne fais pas partie des auteurs qui disent, par exemple, qui écrivent, par exemple, 10 heures par jour. Pour moi, c'est impossible. Donc, lorsque le temps se présente ou lorsqu'il faut l'arracher, je l'arrache quand il faut. Parce que là, voilà, j'ai quand même publié, là. Donc, ça, c'est le dernier livre, mon recueil de poèmes. Et c'est formidable parce que lorsqu'on a un impératif, par exemple, là, j'en profite pour saluer la mémoire de Patrice Lumumba, dont la veuve vient de disparaître. Donc, ça a été pour nous l'occasion de rendre un hommage à Patrice Lumumba. Et donc, pourquoi, on a un écrivain. Pourquoi à Patrice Lumumba et pas à la personne qui est restée dans l'ombre? C'est plutôt à la veuve. Je vous explique. Oui. Donc, il y a un écrivain, le président des écrivains ivoiriens, Josué Guébo, qui, lorsqu'il a appris la disparition de Pauline, donc c'était Pauline son prénom, il s'est dit, ah ben tiens, voilà celle qui a combattu à ses côtés, elle part, elle nous quitte, ce serait bien de faire quelque chose aussi. Donc, nous, on lit les deux. Si on parle de Pauline, on ne peut pas parler de l'une sans l'autre. On peut, parce qu'on attend étant parler de Patrice Lumumba seulement, qu'on pourrait très bien... Une idée formidable, c'est d'écrire un ouvrage. Enfin, il a demandé à tous ceux qui souhaitaient, qui sentaient l'inspiration, qui avaient envie de participer à ce projet, d'écrire un recueil de poèmes collectifs. Chacun écrit un poème qu'on adresse. En fait, on s'adresse à Pauline et on la charge d'une tâche ou d'une commission. On lui demande, puisqu'elle est partie, donc elle va rejoindre son époux. Donc le titre du recueil, c'est « Ce soir, quand tu reverras Patrice ». Donc on s'adresse à Pauline, qui va aller revoir Patrice et qui va lui transmettre tous les messages que nous... Alors je vous prends au mot, parce que tout de même, et d'une, je voudrais relever à titre personnel que rien n'a été fait du vivant de Pauline en termes d'écriture, d'hommage, ni de quoi que ce soit. Et là, malheureusement, elle nous quitte, que déjà, on ne la laisse toujours pas tranquille en lui disant « Quand tu verras Patrice, fais-ci ». Alors ce n'est que la messagère. La femme n'existe-t-elle qu'en tant que complément d'objet indirect? Non, c'est un honneur fait à la femme, finalement. Parce que, on le dit souvent, derrière un homme de pouvoir est cachée une femme puissante, quelque part. Tellement puissante qu'il faut qu'elle soit cachée. Non, parce qu'en réalité, elle a de la valeur. Et quand, finalement, la femme est devant, et difficilement elle est soutenue. Vous voyez, mais la femme soutient facilement et joue les deux rôles. Donc elle est tellement puissante, je crois que c'est d'ailleurs Marie Ndiaye qui a écrit Femme puissante. Et donc c'est pas rien en fait. Donc en réalité, la femme
est messagère, la femme est conseillère. Et le pouvoir même, on le répète souvent, se trouve même plus dans le maître des conseillers que du prince lui-même. C'est d'ailleurs ce que moi j'ai dit dans Le Conseiller du prince. Et Machiavel a été ce conseiller du prince pour le prince florentin, par exemple. Donc c'est un exemple. Et la parole des femmes compte. Et effectivement, bon, le cas Lys qui écrit, qui réagit assez facilement est exceptionnel. Exceptionnel pourquoi? Parce qu'on ne part pas sur une même longueur. Et les hommes sont très très libres et peuvent agir plus facilement. Et la Trop, femme... vous vouliez dire, monsieur? Non, pas trop. Je disais seulement très. J'avais peur de n'avoir pas bien compris cela. Non, je disais seulement très. Et du coup, finalement, chaque fois que les femmes écrivent, on a envie de faire découvrir cela le plus. C'est pas... Parce qu'il y a des gens qui m'ont fait presque le procès de féminisme ou de sexisme. Donc, ils se disent, mais pourquoi Oui, mais vous quand l'avez c'est la bien femme... cherché, vous aviez une belle veste rose ce jour-là, que voulez-vous qu'on vous laisse tranquille? Non, mais ce que je voulais dire, c'est que donc là, il y a eu, on avait un délai, on avait une semaine pour écrire chacun un texte. Donc le délai court, je crois, jusqu'au 31. Tous ceux qui souhaitent, vous écrivez un poème adressé à Pauline en hommage à Lumumba, bien sûr. Enfin, bon, c'est les deux. De toute façon, là, ne va pas... C'est tordu. Même vous le ressentez. Non, mais la manière dont vous le restituez. On peut dire que mieux vaut tard que jamais. Moi, non, je trouve que... Si c'était Pauline qui était devant, il n'y aurait pas eu aussi de problème. Parce qu'on peut avoir Madame Cyr Live et on peut lui faire hommage. Tout de même. Écoutez, vous conviendrez avec moi que la déjà regrettée Pauline Lumumba, pas grand monde ne la connaît. On est d'accord. Pourtant, elle méritait qu'on puisse la connaître. Je vais faire un clin d'œil appuyé à ma régie. C'est vous qui en avez parlé. Peut-être qu'on va peut-être la voir en photo, même si on ne l'avait pas en stock. Mais enfin, tout de même, le fait qu'on ne la connaisse pas, on peut comprendre et respecter la volonté de rester dans l'ombre parce qu'il y a eu tout ce qu'il y a eu dans l'histoire. Mais tant qu'à en parler, ne pas en parler sous le couvert de seulement. Il y a en effet l'homme, il y a aussi la femme qu'elle est, qu'elle a été, qu'elle a su être, qu'elle a su rester. Voilà, suffisamment de place. Je pense à Mandela, par exemple, ça a été différent. Parce qu'il y a l'exemple de Winnie Mandela, qui a, elle, vraiment, depuis toujours, voilà, on a parlé d'elle, tout le monde connaissait qu'il y a une... Mais parce qu'on n'avait pas le Nelson sous la main, donc on s'est un tout petit peu rabattu dessus. Je peux aussi dire simplement que ça peut être un sujet de roman très important. Parce que là, on est sur un ouvrage collectif, sur l'événementiel. C'est le 54e, je crois, anniversaire de la disparition de Lumumba. Mais il y a eu une femme importante à ses côtés qui finalement a été témoin de son existence. C'est pour cela qu'en fait, on rend cet hommage un peu indirect et pour rendre à Lumumba, mais par rapport à sa disparition aussi. Mais quelque part, avec les grandes dames qui existent, il y a des textes en leur hommage, des fois même vivantes encore. Alors, vous parlez des grandes dames. La littérature n'est-elle pas émaillée de femmes qui ne sont pas considérées comme étant des grandes femmes, alors que toutes les femmes le sont, grandes femmes. Je vais parler de Madame Tout-le-Monde. Souvent, ce sont les hommes qui, dans ce qu'ils écrivent, vont planter le décor de « Ah, ma mère, femme noire, femme africaine, ceci, cela ». On peut, dans la littérature telle qu'elle existe jusqu'à présent, ou telle qu'elle a longtemps existé, avoir le profil de qui sont ces femmes, comment sont-elles perçues. Mais vous, en tant qu'homme et en tant qu'écrivain, avez-vous le sentiment d'avoir peut-être manqué quelque chose ou ressentiez-vous que, ma foi, c'est ainsi que la réalité était faite et que vous aviez tout donné en l'état? Non, c'est juste, comme on dit, on trouve une réalité en face et on essaie de bousculer les codes et la réalité en place. Et d'ailleurs, moi, je force même les jeunes à écrire, parce que j'organise des concours d'orthographe, par exemple, et je prends des thèmes qui font des louanges à la femme, exprès, par exemple, et pour permettre aux jeunes d'écrire et d'avoir cette conscience. Et on a organisé, toujours dans le cadre de cette deuxième édition, donc en décembre la même, un concours de poésie, et c'était sur le thème « Femmes ». Et finalement, on a vu des jeunes qui ont toujours du mal à dire les jeunes garçons, je vais dire, à leur maman, merci, je t'aime, ou bien à leur sœur. Donc, ils ont toujours une forme de condescendance. Mais dans l'inconscient de l'écriture, finalement, c'est au fond d'eux
cette reconnaissance. Et ils se sont beaucoup Vous savez le exprimés. fond, hein, il serait faut bien gratter que longtemps. ça Non, ils l'ont exprimé. Et on l'a affiché au vu de tout le monde. Et il y aura un ouvrage collectif qui sera publié sur ce thème-là, d'ailleurs, de femmes. Mais on a eu des poèmes, et vraiment des poèmes extraordinaires. Des jeunes de 18 ans qui, par exemple, dit à sa femme et 18 à ans, sa mère. femme, je dirais à sa mère, à sa non, sœur. mais à sa mère, je crois, mon plus beau pays, c'est toi. Quelle phrase, mon plus beau pays, c'est toi. Ouais. Alors voilà. Oui. Alors, c'est tout à votre honneur, hein, Lise Kiyindou, que d'avoir évoqué Pauline Lumumba, que l'on voit à l'écran. Et pour ceux qui ne la connaissaient pas, mon père disait toujours, on n'est jamais orphelin que de sa mère. Oui, nous sommes vraiment résolument tous orphelins, qu'elle ne soit plus. Et nous en profitons pour adresser nos sincères condoléances à toute la famille, notamment à monsieur Roland Lumumba, que nous recevions sur ce plateau il y a quelques semaines seulement. Voilà, un visage qui méritait en tout cas d'être connu dans le respect aussi de ce que la famille voudrait. À un moment, on ne s'appartient plus parce que l'histoire est ainsi faite. Je voudrais donc vous redonner la parole sur qu'est-ce que désormais vous sentez que vous pouvez faire passer dans vos écrits en tant que femme, maintenant que vous prenez la plume, maintenant qu'elles sont de plus en plus nombreuses, maintenant qu'elles se mobilisent dans des ouvrages collectifs en dehors de la sorcellerie. Que pensez-vous que les femmes aient à dire? Il n'y a pas que la sorcellerie. De toute façon, les femmes qui ont participé à cet ouvrage ont toutes, à ma connaissance, il n'y en a aucune qui vient à peine de commencer. On a toutes quelques ouvrages déjà à notre actif, donc chacune après a son univers. Moi, par exemple, j'ai eu à parler, par exemple, des événements que nous avons connus au Congo-Brazzaville, enfin, la guerre, pour être précise. Donc, j'ai publié Détonation et Folie. J'ai publié Chaîne de bambou, un roman qui est paru, c'était l'année dernière, où là, je m'intéresse à la société en général, mais en particulier au statut de la femme, surtout la femme qui s'engage dans la littérature. Donc ça, on en a parlé. La difficulté pour une femme, enfin, je trouve qu'il est peut-être un peu moins aisé pour une femme de publier autant qu'un homme, mais en tout cas lorsqu'on a une passion en soi et qu'on tient à quelque chose, lorsqu'on s'en donne les moyens, on y arrive. Alors, mais dans cet ouvrage, il y a Assia Jibirila, par exemple, aussi, qui a une écriture très poétique, elle écrit de la narration, des nouvelles, mais ce sont des nouvelles dans lesquelles baigne une certaine nostalgie, une certaine poésie. Elle part de la société aussi, du statut de la femme, mais à sa manière à elle. Enfin, chacune a sa plume, a sa... Voilà. Alors, mais si on vous parle êtes des d'accord, sujets je vous demanderai de des regarder sujets de société. défiler en photo les portraits de femmes écrivains que vous nous avez apportés pour nous dire qui elles sont en 2-3 mots, parce qu'on voit des visages et on n'arrive pas forcément à savoir à qui on a affaire. Donc, on regarde. Donc là, c'est Assia Jibirila, dont je parlais tout à l'heure, qui fait à peu près partie de la même génération que Marie-Léontine Tibinda, mais qui a accepté avec joie. Donc, j'en profite pour dire que cet ouvrage-là, il a été écrit par des femmes de différentes générations, mais ces générations, elles disparaissent en quelque sorte au profit d'une, c'est la génération des femmes qui écrivent, qui se sont mises à écrire. Donc, enfin, voilà, l'âge ne compte plus parce qu'on a des plus âgés, des moins âgés, mais on s'est unis autour d'un projet et j'ai trouvé ça très porteur et très... Alors, autre photo. Voilà, là, c'est Bineka Daniel Lissouba. Voilà, qui écrit beaucoup plus pour la jeunesse. Elle a écrit, par exemple, un conte dans cet ouvrage. Donc, elle parle d'un petit garçon qui est différent, en fait, qui est différent. Et donc, les autres, ses camarades, trouvent qu'il est sorcier. Parfois, c'est ça, hein, simplement la sorcellerie. Et c'est parce que les femmes quand sont on est différentes différent, des hommes, on se dit, forcément, sorcellerie. mais comme elles ont un grand pouvoir quelque part, donc forcément, on va penser que ce n'est pas possible, ce n'est pas anodin, c'est pas simple. Forcément, elles ont quelque chose, un plus, quelque chose qui fait qu'elles réussissent finalement. Alors, avant que d'aller de l'avant sur les photos, est-ce que quelque part, ça n'était pas aussi un rapport de pouvoir? On dit que les paroles passent et les écrits restent. Alors, les femmes, on dit qu'elles ont la langue bien pendue, elles parlent, mais pour autant que cela n'était gravé nulle part, ma foi, cela restait bien moins dangereux que si elles avaient pu prendre la plume à un moment.
Oui, finalement, moi, j'ai toujours pensé que les femmes, l'écriture des femmes, elle est détonnante. Et bon, je fais un clin d'œil à Alice qui, finalement, a écrit un titre Détonation et folie. C'est des détonations. Et vous verrez souvent les titres La morsure du soleil et Trois femmes puissantes. Et le rapport est souvent dans une forme d'émancipation toujours, de révolte, même si les femmes ne l'acceptent pas toujours. Et on a parlé, Simone de Beauvoir, on n'arrêtera pas d'en parler, on n'est pas femme, on le devient. C'est toujours dans cette dynamique-là. Alors qu'on est homme. Il faut, voilà. Non, ce n'est qu'une question, tant que nous y sommes. Il faut toujours Devient-on quelque part, homme ou... peut-être presque, non, pas vraiment. Mais juste, mais on est toujours homme, homme avec grand H, tous les humains, les êtres humains. Ou femme avec petit F. Mais entre-temps, comme je disais, et il faut peut-être tuer le mari, tuer le père pour exister. Ça commence À ce toujours point-là? par, oui, par un fracas, donc, entre guillemets, je vais bien dire. Et ça commence toujours par un fracas. C'est comme Paul Etumba qui a écrit, la première écrivaine même congolaise, mais qui en fait était blanche. Et elle avait pris un nom de plume, Etumba. Donc elle commence Paul Etumba. Etumba, ça veut dire le combat, la bataille, la lutte. Et elle écrit sur cela comme ça. Donc il y a toujours un fracas. Et dit par les femmes, les phrases passent mieux. Quand les mots passent peut-être mieux parce que l'homme, il est déjà viril. Et quand il est encore très engagé en littérature, finalement, on les déclasse un peu. Mais quand la société, qui, du politiquement correct, n'a pas bien accepté les gens comme les Aimé Césaire assez facilement. Et parce que l'écriture était Émile Zola, d'ailleurs, que je lisais récemment, à qui on refusait les prix, parce que j'accuse. Mais quand c'est une femme qui prend cette parole, et finalement, ça passe 2 fois mieux. Et donc, en réalité, c'est pour cela que moi, personnellement, j'encourage beaucoup l'écriture des femmes. Voilà qui est dit. Alors, la morsure du soleil, parce qu'on travaille sous le soleil 200 ans et demi et on finit par être mordu de ce qui se passe, ou est-ce qu'on veut dire autre chose? On accuse le soleil, mais en réalité, ce n'est pas le soleil que l'on cible, c'est autre chose que l'on veut dire. Du soleil, c'est la morsure de la vie, ce sont les blessures qui nous sont faites par la vie, parce que tout n'est pas rose ici-bas, il y a des hauts, il y a des bas. Et pas, non, pas c'est pas non, pas, ce ne sont pas les hommes qui sont incriminés, mais c'est la vie qui est ainsi faite et on apprend de toute façon de ses échecs aussi. On a des événements douloureux qui nous touchent et on doit apprendre à les surmonter. Donc, parce que, bon, on le dit, hein, ça devient commun de dire que la vie est un combat. Mais oui, c'est un combat et donc il faut apprendre à guérir de ses blessures et à se relever de ses chutes. Donc, la morsure du soleil, c'est un vers en fait de Tchikaya Utamsi. Et en fait, je dis que quelque part, après avoir écrit ces textes, en fait, qui naissent souvent, enfin, la majorité des textes qui figurent dans ce recueil ont été écrits à la suite d'événements que j'ai vécus personnellement. Donc, après les avoir écrits, ça a été un petit peu comme une thérapie, voilà, ou un moyen de les affronter et de se relever, d'aller de l'avant, de sourire, même lorsque la vie paraît ingrate. Alors, on va peut-être continuer sur les photos, mais avant cela, on relève souvent que les femmes vont aller dans le roman, c'est-à-dire, par définition, et vous me corrigerez si je me trompe, le roman n'est pas la réalité pure et dure. Elles vont romancer leurs propos, ou alors vers les nouvelles. Est-ce que c'est entre deux tétés qu'on va rapidement écrire, coucher 3-4 mots sur une page et ne pas se lancer dans le 400 pages grand comme cela, parce que la vie de femme est ainsi faite. Êtes-vous d'accord avec cela ou pas du tout? Quelque part, je l'explique un peu. Pourquoi? Parce que les femmes sont déjà très, très émotives et l'expriment physiquement et dans la réalité quotidienne, plus émotionnelle que les hommes. C'est ce que je pense, hein, ça n'engage que moi. Ou alors dans l'expression peut-être de leurs émotions. Physique. Oui. Et du coup, finalement, ça serait difficile qu'elles écrivent souvent en poésie. Pourquoi? Parce que la poésie, c'est de l'émotion pure et simple et la réaction même virulente de l'homme. Et la rage souvent, la révolte, le volcan même dans la poésie, dans le poème. Mais la femme qui est déjà quelque part
assez émotive, finalement, se transpose plus facilement dans la prose et ça apaise ses sentiments. Ça, c'est mon interprétation littéraire. Et finalement, c'est pas tout le monde, je pense, mais vous verrez que les femmes vont plus facilement dans les nouvelles. Mais la question n'était-elle pas, on l'a évoqué tout à l'heure, il faut du temps pour s'asseoir et se vautrer, se concentrer et faire autre chose qu'une nouvelle. Une nouvelle, on peut, entre deux tâches ménagères, la commencer, la continuer. Moi, je pense que c'est selon le ressenti ou le besoin de l'auteur elle-même, que c'est pas parce qu'elle est une femme qu'elle va forcément écrire des textes brefs. Moi, j'ai un exemple là à l'esprit, Aurore Costa, à qui je fais un clin d'œil, j'en profite parce qu'elle elle a eu l'idée d'écrire une saga. Donc, elle a écrit Nika l'Africaine, donc ça fait déjà 4 tomes, et il y en a un dernier, donc la saga sera clôturée par un 5e tome, mais c'est vraiment des volumes, ce sont des romans qui font 500 pages. C'est de la prose, mais c'est de la prose, c'est de la narration, mais c'est un roman qui, c'est volumineux, ça prend du temps. On ne peut pas l'écrire entre 2 tâches ménagères, comme disait les... Je disais simplement que l'émotion des hommes, ils l'expriment poétiquement dans leur écrit, parce qu'ils ne la manifestent pas toujours directement, mais les femmes, elles la manifestent déjà, et elles ne rendent plus beaucoup en poésie. Elles peuvent le faire, mais elles rendent en roman, en prose ou en nouvelle. Par exemple, elle n'a écrit que, je ne sais plus combien de recueils de poèmes elle a, mais son inspiration, c'était essentiellement une inspiration poétique. Elle a écrit essentiellement des recueils de poèmes, elle a écrit aussi quelques nouvelles dont certaines ont été primées, et puis là, tout dernièrement, elle a publié une pièce de théâtre, La porcelaine de Chine, mais son inspiration essentielle, elle est poétique. Alors, on a des auteurs dont l'inspiration essentielle, c'est des nouvelles. On essayait d'avoir une lecture panoramique de comment cela s'articule d'un sexe à l'autre, mais bien évidemment, il n'est pas exclu que chacun puisse, à un moment de son parcours d'écrivain, produire de ceci ou de cela. Alors, on va quand même continuer sur les photos, les visages de ces dames, afin que vous puissiez nous dire qui se cache derrière. Alors là, c'est Evelyne Mankou, qui a écrit... Que nous avons reçu d'ailleurs il y a 4 ans. Oui, je pense. Oui, tout à fait. Oui, je me souviens. Qui a été reçu avec un autre écrivain dont je perds le nom, mais oui, je me souviens de l'émission. A-t-elle participé à cet ouvrage collectif? Tout à fait. Oui. Elle a écrit une très belle nouvelle, Splendeur et misère de Fifi. Donc, où on a une femme qui se considère comme une femme puissante, entre guillemets, mais qui se rend compte que, en ce qui concerne la puissance, on est toujours... on reste un être humain et on ne maîtrise pas tout. On ne peut pas tout maîtriser. Il y a des choses qui nous échappent et elle en fait la triste expérience. Une très belle nouvelle que j'ai beaucoup appréciée, comme j'ai apprécié toutes les nouvelles du recueil, de toute façon. Autre photo. Alors là, c'est Gilda Rosemonde Moutsara, qui a écrit également, si je peux vous emprunter, voilà, donc c'est bien Gilda Rosemonde Moutsara, parce que c'est vrai qu'il y a des noms qui me sont familiers et d'autres qui me sont moins familiers parce que je les découvrais pour la première fois. Donc c'est encore là une merveille de cet ouvrage que de mettre en connexion comme ça, en relation, des femmes qui ne se fréquentaient pas forcément, mais qui ont appris à se connaître et qui se découvrent et qui se lisent. C'est une femme politique déjà d'ailleurs aussi, mais donc elle est très très engagée dans le discours et tout, mais elle fait beaucoup dans le roman. Mais on voit bien que les hommes politiques, souvent, en tout cas, on va parler du cas de l'Afrique, se sont trouvés, même en France, en Europe, les hommes politiques, c'est souvent les mêmes. Hein, les hommes politiques, c'est un cercle de pouvoir, peut-être une manière de garder le pouvoir que d'écrire, même si ce ne sont que des romans, même si ce ne sont que des nouvelles, c'était souvent les mêmes. Donc, bien évidemment, une femme politique, ainsi que vous le décrivez, à sa place tant dans la littérature que... Je voulais juste l'expliquer dans le sens où, et finalement, je faisais la suite à ce que je disais, prose, poésie. Oui. Finalement, elle fait plus facilement dans le roman, dans la prose, que dans la poésie. Parce que l'engagement, elle manifeste ça finalement facilement. Et donc, c'est ce que je disais, que ça venait plus chez les hommes, plus facilement en poésie. Et surtout de la poésie engagée, il y a de la poésie l'art pour l'art, hein,
Et finalement, on décrit juste la vie, les scènes de la vie, les déceptions. Et puis, il y a de la poésie vraiment engagée, où les hommes expriment beaucoup leurs émotions. Et on verra, on citera les noms. On aura des Senghor, on aura que de noms. Et Victor Hugo, on aura des noms comme ça, d'hommes. Et des femmes cachées sous des noms d'hommes, pour ne pas parler de Georges Sand. Avons-nous encore quelques photos dont nous n'avons pas délivré l'identité? Là, c'est Huguette Nganga Massanga. Que nous avions reçue en 2008. Aussi. Ah, ben vous avez une excellente oui. mémoire. Ouais, mais cette vidéo-là, je ne l'ai pas vue. J'aimerais bien la découvrir parce que moi, c'est la première fois que je la lisais. À l'époque, nos vidéos n'étaient pas encore sur Internet, ce n'était que 2008. Là, je la Pierre Taillé. Et là, c'est Justine Sana, donc la première femme à faire de la BD au Congo. Donc, d'ailleurs, dans ce livre, elle, c'est une BD qu'elle propose. Donc, sa BD est intitulée Lukaya, où justement, on parle de sorcellerie. Mais souvent, en fait, ce qu'on a voulu dénoncer, c'est ce qu'il y a dans nos têtes, les préjugés, les présupposés. Donc, dans cette BD, on a une épouse qui donc s'occupe de son beau-père. Donc, lorsque son mari part au travail, elle reste à la maison, elle s'occupe de son beau-père, elle lui prépare son plat favori. Mais lorsque le beau-père tombe sur une feuille qu'il trouve bizarre, il se dit non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ma belle-fille elle veut m'atteindre de manière mystique, mais en réalité c'était juste une feuille de céleri. Donc voilà, on parle de sorcellerie, mais il n'y a pas de... Voilà, on sait bien que la cuisine, quand elle est raffinée, on finit par penser qu'il y a quand même... Il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose. Tout à fait. Il y a quelque chose. Alors là, c'est que je ne perds pas. Voilà, Lydia Evoni, tout à fait. C'est Lydia Evoni, c'est elle qui ouvre le recueil par sa première nouvelle, Le mystère d'Afuma. Voilà, où on a un couple qui se forme et puis la femme, elle tombe enceinte. Donc c'était une agréable surprise pour elle parce qu'elle pensait que voilà, elle n'aurait plus de compagnon. Franchement, c'est une bonne chose pour elle, mais bon, ben. Elle fait ce qui est bizarre, c'est que elle a l'impression que la grossesse disparaît pendant la journée. Et puis, la nuit, elle se retrouve de nouveau enceinte, mais c'est comme une protection pour elle parce qu'il y a son oncle qui voulait en quelque sorte s'emparer du fœtus de manière mystique. Et donc, c'est une technique de camouflage. Voilà, exactement. Elle rentrait le ventre dans la journée voilà. Et le soir venu, elle pouvait respirer. Des nouvelles diverses. Et bon, il ne faut pas non plus qu'on dévoile trop le Non, il faut bien que les gens en fassent acquisition. Et puis, autre visage, Là, c'est Marie-Léontine Tibinda, donc la première femme, la doyenne, et qui nous a toutes portées, et qui est très énergique, très dynamique. Et avec elle, voilà, il faut y aller, on y va. Et puis, les rêves deviennent réalité, les projets se concrétisent, parce qu'elle... voilà, depuis 1981. En fait, c'est elle, la première écrivaine congolaise, en fait. Voilà. Mais je suis convaincue que si on regarde dans les fonds de tiroirs, demander à la génération actuelle d'aller dans les tiroirs de leur maman, de leur grand-maman, on va trouver des manuscrits. D'ailleurs, le fameux journal intime féminin, c'est déjà des ouvrages qui ne demandent qu'à être publiés. C'est d'ailleurs ce qui a été beaucoup évoqué pendant ce salon du livre, d'ailleurs, où on disait que c'est la femme qui instruisait l'enfant, qui transmettait le message et finalement écrivait beaucoup. Il y avait cette littérature orale, mais que finalement il faisait beaucoup de contes. C'était plus les femmes qui faisaient les contes aux enfants, mais pas les hommes. Mais finalement, la femme pouvait être la première écrivaine. C'est ce que disaient les femmes pendant le salon du livre. Très certainement, parce qu'on va parler quand même, si vous le voulez bien, un moment sur ce journal féminin, journal intime. On sait bien que les hommes, vous le disiez, sont virils, donc d'intimité, ils n'en ont guère, ils vont pas, ils ne sont pas fleurs bleues. Et pourquoi? C'est tout simplement parce que, bon, aujourd'hui, il m'avait refusé 20 000 francs pour acheter le pagne. Demain, c'est par exemple, bon, il m'a donné 15 000, donc je me suis calmé. Et c'est ça qui peut se trouver dans le journal. Dans le journal. Oui, non, mais et plus encore, tout de même, et plus encore, ces choses que l'on ne dit pas dans la relation d'interaction sociale, je ne lui dis pas ceci, je le dis à mon journal intime. Au moins, j'ai sorti ce que j'avais dans le ventre et personne n'est mécontent. Finalement, mais c'est ce que je disais. Donc, en fait, il y a des choses qui finalement ne sont pas publiables,
qui... ne sont pas publiés. C'est un homme Non, qui mais parle. c'est- Est-ce que vous êtes d'accord avec Non, cela? mais moi, j'ai envie de dire que souvent, les femmes sont bâillonnées dans la société, en public. On ne leur accorde pas la parole. Oui, on ne leur laisse pas cette possibilité de s'exprimer. Je pense que c'est ce qui justifie ou ce qui a fait naître les journaux intimes. Parce qu'elles ont besoin de s'exprimer, elles ont besoin de dire ce qu'elles ressentent. Elles aussi. ont besoin Donc, d'une elles copine ont qui n'ira pas pris, raconter ce qu'elles ont dit. Exactement, voilà. Donc, il a fallu prendre voilà, un cahier ou des feuilles et puis le sortir. Aujourd'hui, avec du recul, pensez-vous qu'il soit opportun, quand on met la main sur un manuscrit, bien évidemment avec l'accord des ayants droit et tout, Ça dépend. de Après, le ça peut publier? être un témoignage. Moi, je pense par exemple au journal d'Anne Frank, qui, pendant la guerre mondiale, donc c'était une toute jeune fille, elle devait avoir 15 ans. 13 ou, ans. si je ne me trompe, 13 ans, vous avez une meilleure mémoire que Ça moi. suit comment faire quand Donc, j'avais elle n'a 13 ans, donc j'étais obligée de m'en elle n'a souvenir. pas écrit dans le but que ce soit publié plus tard. Mais finalement, lorsqu'on est tombé sur ce journal, c'est un témoignage sur ce qui a été vécu par des millions de personnes, des Et centaines donc, de on personnes. peut, en Donc, fait, ça peut servir ça de dépend. miroir, de grille de Oui, lecture de tout comment à est fait. une société à un moment Ça peut donné, être, même à travers les états d'âme, ce qui est considéré comme les états d'âme. On peut savoir qu'à telle époque, les hommes n'avaient pas de travail, ou travaillaient, étaient cheminots, ou je ne sais C'est un pas quoi. témoignage vivant de. C'est vrai, voilà, mais moi, un en témoignage disant historique. tout à l'heure, je reviens sur le thème les femmes, quand les femmes écrivent, et finalement, et les femmes écrivent beaucoup finalement. C'est des historiennes même. Peut-être même plus que les hommes. Comment ça peut et être? ne publient pas. Non, mais parce que je parle de ce qui est visible, parce qu'on se dit Ah que oui, ceux mais qui attendez. écrivent, on a publié. Donc finalement, ne publie pas toujours, parce que c'est pas toujours publiable, c'est de l'intime, Mais on peut-être va plus peut-être souvent. parler quand même de ce que c'est que publier, parce que voilà une autre dimension. C'est une autre dimension, parce que- Premièrement, ça n'est pas faute que de vouloir le faire, d'une part, et Il faut d'autre trouver part, les éditeurs aussi. Il faut voilà, Non, écrire, on l'a- c'est une chose. Non, hein. on l'a dit ici tout à l'heure qu'il y avait de l'intimité et tout ce qui était très très intime n'était pas très publiable. C'est ce qu'on a déjà dit. Et qu'il y a peut-être un problème d'édition. Moi, je suis dans la dimension où, finalement, Lys vient de l'évoquer d'ailleurs, que dans Morsure du Soleil, ce sont des événements presque de sa vie, c'est beaucoup de choses qu'il a vécues. Et chez les femmes, ça revient aussi un peu plus souvent. Donc, Certes, la frontière entre la vie privée et la vie publique. Mais le travail, on va vite dire, je disais qu'elles sont des historiennes, cela permet, parce que toutes ces choses-là ne sont pas déconnectées d'un contexte. On peut, au travers de « je suis allée au marché, il n'y avait plus de bois », comprendre qu'il y avait une situation écologique, je dis n'importe quoi. Mais cela permet quand même de suivre pas à pas, et pas à pas. finalement, je dirais, les hommes, dans leur écriture, sont un peu peut-être plus dans l'imposture que les femmes, parce que les femmes parlent souvent... Pas seulement dans l'écriture, d'ailleurs. Oui, parlent ne souvent perdez et pas la directement moindre de leur histoire. Et finalement, les hommes inventent... Parce que je sais que la fiction veut qu'on invente des personnages. Et finalement, quand on creuse, on arrive facilement à revenir que bon, c'était sa propre histoire. Mais dans le cas des hommes... Ils n'assument pas forcément généralement, l'autobiographie, c'est ce que vous voilà, voulez dire. les hommes, non, pas beaucoup. Oui, c'est mon cousin qui était au village, avait une femme qui n'était pas contente. Et Mais en fait, c'est lui. généralement, ouais, parce que la femme raconte plus facilement Quand la à sa femme se copine. fâche, le secret est dehors. Voilà, à sa copine, que l'homme. Et finalement, c'est ce que j'analyse cela et c'est ce que j'obtiens comme conclusion. Que Oui. les hommes, finalement, et je prends mon exemple personnel, des fois on m'a posé des questions, est-ce que vous avez été dans cette situation? J'ai dit non. J'ai fait, et effectivement, Alors que j'ai oui. inventé, non. J'ai vraiment inventé, c'est une fiction. Mais peut-être que vous avez oublié, peut-être que non, vous étiez dans cette non, situation. non, du tout. Mais ce qui est paradoxal, c'est que les premiers à avoir lancé ce genre de l'autobiographie, en quelque sorte, ce sont des hommes. Montaigne, avec ses essais, c'était un homme. Jean-Jacques Rousseau, avec ses confessions, voilà, c'est aussi un homme. Mais bon, c'est aussi parce qu'à l'époque, ce sont les hommes qui écrivaient et puis les femmes, elles... Et c'est parce que c'est les hommes qui elles avaient étaient appris à lire et à écrire. Hein, je ne aussi, le dirai oui, jamais assez. les femmes n'étaient pas toutes Il y a eu scolarisées. cette oui. dimension. L'écriture était quelque chose de beaucoup trop sérieux. Il ne fallait pas le laisser entre les mains des femmes. Mais c'était ça, c'était ça dans la conscience mais de l'époque. dans le- Car il faut dire quand même qu'à l'école, ce qu'on a enseigné aux filles, c'était à C'était la tenir leur couture, intérieur et voilà, pas à faire de la Être philosophie. une bonne à lire et à ménagère, écrire. c'était ça, oui, Mais exactement. Jusqu'à on, l'école on de pense Jules bien Ferry, que ça change bien. Et finalement, heureusement. on peut dire que les mœurs sont évoluées.
et le progressisme se manifeste. Alors Elles doivent aujourd'hui, continuer on va voir la photo de femmes au Salon du Livre, mais aujourd'hui, avec bon, voilà, l'éducation, et on espère qu'elle restera ainsi, c'est démocratisé, mais il y a des raccourcis aux problèmes de publication. Il y a Internet, le journal intime, on ne le cache plus sous le matelas parce que ce n'est pas un journal, c'est son clavier d'ordinateur, peut-être parfois de téléphone. Toutes ces nouvelles technologies sont-elles une révolution, une ouverture, un levier, un tremplin pour les femmes, Si. l'écriture des Je pense femmes qu'elle contribue et la beaucoup à publication. inciter, oui, justement, les femmes à écrire, à apparaître sur l'espace public, parce que tout ça avec la technologie, Internet, tout ça, on publie quelque chose, c'est lu dans le monde entier. Je pense que c'est une Non, je sorte complète d'incitation. Lise elle-même. Elle est peut-être modeste. qui fait un blog. Elle oublie, en dehors du blog d'ailleurs, que Chaîne de bambou, son livre, c'est un roman épistolaire qui, en fait, ce sont des conversations Messenger, email, Facebook, finalement email surtout, entre deux copines qui se racontent Virtuelles, leur vie. Copines virtuelles Oui, ou- oui, Voilà, deux oui, exactement, copines copines d'abord. virtuelles. Non, deux Enfin, copines qui se sont d'abord. connues en réalité, qui Et- étaient camarades Voilà. de faculté, et puis qui se sont séparées. L'une a voyagé, se retrouve en Et ils se Occident. racontent leur vie. Et elles se Finalement. sont retrouvées par Internet, par mail. Elles s'envoient des mails et donc elles se confient. schizophrène, madame, que d'être tantôt l'une, tantôt l'autre. Non, finalement, Lydie, vous avez raison de parler des médias, des nouvelles technologies qui aident bien, et surtout beaucoup, l'écriture féminine d'ailleurs, parce que ça se lâche plus facilement et on est de plus en plus décomplexé. Et les hommes peuvent plus facilement aller lire ce qu'écrivent les femmes, parce que Mais, le bien coup du sûr. journal intime fermé à clé, avec un micro-cadenas et la clé attachée au soutien-gorge et le soutien-gorge verrouillé à la robe, les hommes, ils devenaient fous et ils disaient ce sont des sorcières, quoi, c'est pas possible. Non, Elles finalement, écrivent des choses. c'est ça le pouvoir de l'écriture. Comme on dit, ton propre couteau peut se retourner contre toi. Donc, voilà. Alors, sur le rôle de la transmission, maintenant que l'écriture s'est donc démocratisée, comment transmettre les femmes? Cela a-t-il changé la manière de transmettre? Avant, on était obligé de dire tradition orale oblige. Aujourd'hui, peut-on ne pas dire, écrire et puis laisser traîner de manière intentionnelle pour dire peut-être des choses qui gênent, des choses qu'on ne peut pas assumer vraiment, ou dire vous le lirez quand je ne serai plus de ce monde, vous le publierez quand je ne serai plus de ce monde? Moi, je pense que déjà, quand on se met, on prend un stylo ou on prend sa plume pour écrire, c'est qu'il y a déjà une certaine pression. Enfin, peut-être que pression n'est pas le mot opportun, mais qu'il y a voilà, une urgence, un désir pressant. Je pense, par exemple, à l'autobiographie d'Émilie Flore-Fénion, qui a écrit Afin que je me souvienne, un roman vraiment... c'est un témoignage à titre historique, un témoignage d'une vie de femme, de ce que peut être une vie de femme. C'est un témoignage de ce qu'a été la vie des métis, parce qu'on a eu, avec la colonisation, justement, on avait des colons qui étaient sur place, qui ont eu des maîtresses ou qui avaient des concubines noires, mais qui ne voulaient pas l'assumer. Et lorsque les enfants naissaient, eh ben, tous, c'était rare qu'un blanc reconnaisse un enfant. Si seulement il était encore là quand l'enfant naissait. Je Et donc- m'appuie sur cette observation de Lydie pour effectivement dire que les femmes qui sont sous couvert d'un pouvoir et ne le font pas facilement, ils écrivent pas très facilement, très librement, et effectivement, ils peuvent faire ce que vous êtes en train de dire là, d'écrire et de mettre de côté, Mais et que ça dans soit l'espoir publié que- après. Mais vous voyez que c'est même plus la généralité. Et les autres cas, ce sont des cas d'exception que on peut prendre des exemples comme Des il a pris, frondeuses. voilà, de Madame Fénion, même pour elle-même seulement, et pour parce l'histoire qu'elle- de sa vie, elle vit des l'histoire de choses, sa famille, fortes. ou l'espace Fénion. Fénion même, c'est un nom qui est dans l'imaginaire collectif au Congo, dans les deux rives. Mais pour revenir dans le cas de cette écriture où c'est un peu presque à titre posthume, et ça arrive souvent derrière, chez les femmes qui sont sous couvert des hommes qui sont très puissants, ou bien qui ont On laisse plus de éclater la pouvoir. bombe quand il n'y a plus de risque pour Voilà, personne. Parce que la preuve, regardez Mais tout oui. simplement le livre de Valérie Trudweiler commence
ça fait éclater beaucoup de choses. Ah bon, vous l'avez lu, vous, monsieur? Oui, non, mais c'est Vous êtes pour comme dire ça. que non, là, il y a de la, Non, mais- curiosité et on se Non, dit que mais la c'est pas curiosité, mais elle- malsaine. exceptionnel. C'est commercial. Elle Non, savait bien mais- ce qu'elle faisait. Non, je Moi, dis- Ça on n'était s'est dit pas que- notre sujet, mais c'est vrai que quand les femmes écrivent, il se passe quelque chose, et là, il s'est quand même passé quelque Non, chose. surtout une femme qui est sous un homme de pouvoir et qui, au lieu de garder le silence, le droit de réserve, écrit parce qu'elle est femme libre, quelque part. Déjà, elle était libérée. Vous voyez, en ce moment-là, ça détonne. C'est une femme C'est qui ce a que je voulu disais. se quoi. venger, voilà, qui prend, voilà, qui se sert de la plume comme un moyen Non, c'est de un cas. vengeance. Donc C'est pour là, cela que je... Pourquoi, Elle a pas- pourquoi elle dans son attend cas pas. c'est de la vengeance? Pourquoi dans son cas ça n'est pas comme dans le vôtre de la catharsis, une manière Mais pour- simplement d'exprimer ce que l'on ressent? Pourquoi Non, pensez-vous mais- que ce soit de la Non, mais vengeance? ce qu'elle dit après, enfin moi, je n'ai Ah pas bah lu oui, le livre. ah bah donc oui, ça, chacun c'est dit, certain. chacun a Mais- quelque chose à dire à un moment de sa vie, et vous l'avez si bien restitué. J'ai eu telle ou telle épreuve, et donc je l'ai couché sur le papier. On doit pouvoir croire que c'est ce qu'elle a fait elle aussi. Oui, c'est peut-être ce qu'elle a. C'est-à-dire que moi, sur le principe, hein, lorsqu'on a vécu avec quelqu'un, de toute façon, moi, ce qu'il faut rappeler, bon, c'est pas le sujet, mais quand elle s'est Quand la mise femme avec... se fâche, le secret est dehors. Quand elle Alors, s'est mise avec François Hollande, ben, non, mais écoutez, celui-ci la était vie- toujours avec Ségolène On peut Royal aussi aussi. dire que Donc la- si elle a subi la je même chose... ne voudrais pas enfin, me c'est- vautrer dans une polémique Oui, ça n'est pas c'est- le genre de la maison. Nous espérions avoir quelque chose de plus enlevé, à savoir les femmes prennent la plume, mais pas Oui. pour tomber dans la polémique, on est d'accord, hein, pour dire des choses qui méritent d'être transmises. En tout cas, un peu moins de 2 minutes. Quel sera votre mot de la fin chacun? Oui, finalement, moi, mon mot de la fin, c'est que nous puissions avancer main dans la main dans l'écriture et que finalement, en fait, l'écriture n'est pas forcément une écriture de femme ou d'homme, mais c'est dans la critique. Moi, j'ai fait des analyses. Des analyses approfondies pour dire que chez les femmes, on peut retrouver telle écriture, et souvent autobiographique, ou bien directement, et ces livres directement. Mais en même temps, je dis aussi que le livre, ça reste un livre. Il est ni féminin, ni parce que Lys peut écrire, il s'appelle Lys, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Et finalement, les mêmes histoires peuvent être écrites par un homme. Donc, Vous avez le mot de la fin. Je voudrais, Yenga, avant de vous laisser partir, rappeler à nos téléspectateurs que vous avez à votre actif Briseur de rêves. C'est un recueil de poèmes paru chez L'Harmattan. Non, à l'écran, c'est Sirène des Sables. Sur la table, c'est Briseur de rêves, c'est vous. Je vous laisse le mot de la fin. Ben moi déjà, je voulais vous remercier, les Dingo C'est Bank, nous. de nous avoir reçus. Donc on est très heureux aujourd'hui avec les médias d'avoir des espaces comme celui-ci où on puisse faire la promotion de notre littérature. Donc moi, pour terminer, j'aimerais dire que cet ouvrage, c'est quand même, on peut dire que c'est quand même un événement parce que c'est la première fois que des femmes écrivent ensemble un livre et j'ose espérer que cet exemple sera suivi par, dans d'autres pays également. Donc les femmes, prenons la plume. Si nous ne nous y mettons pas, ben, voilà, rien ne va se faire. On ne va pas attendre que les hommes fassent les choses pour nous. Allons-y, si on a des choses à dire, ben, on les dit, on avance et voilà, vive la littérature. Féminine. Féminine. Bon, alors enfin, on dit que quand les femmes sont littérature en ensemble, général. elles se crêpent le chignon, c'est un ouvrage collectif, mais je retiens quand même, Lys, que quand une femme écrit, il s'en trouve toujours d'autres pour dire « Ah oui, mais non, mais elle n'avait pas à dire ceci ou cela. » Merci beaucoup à tous les deux et rendez-vous dans notre programme prochain. Au revoir.